Bonjour, Bruno Stenner. La première table ronde va concerner ce qu'on a nommé la métropole productive. Peut-on et comment cohabiter spatialement avec l'industrie en ville? La question de cette première table ronde est est-ce que le port de Strasbourg peut constituer un modèle, une matrice, un agent aussi pour engager la métropole de Strasbourg dans une transition vers une métropole fabricante? Faut-il le faire? Et si oui, de quelle façon? Et donc, avant d'engager cette table ronde, nous avons souhaité faire un pas de côté vers Bruxelles en invitant Mathieu Strahl, que j'invite à nous rejoindre, qui est géographe, maître de conférence à l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire de l'Université libre de Bruxelles. J'espère que je n'ai pas trop dérapé. Spécialiste des questions logistiques et de mobilité métropolitaine. Et la présentation de Mathieu visera à souligner des familiarités nombreuses, spatiales, mais aussi programmatiques, qui rapprochent les situations du port de Bruxelles et du port de Strasbourg. Un port intérieur, mais maritime aussi, en cœur urbain, d'échelle très comparable, concerné comme Strasbourg par des arbitrages difficiles entre appétit urbain, vitalité économique et nouvelles perspectives environnementales. Il s'agira de repérer aussi les spécificités de cette situation bruxelloise avec un contexte économique singulier, des outils planologiques aussi et des modes de gouvernance différents. On verra avec Mathieu comment les injonctions de mixité fonctionnelle et sociale énoncées autour du plan Canal à Bruxelles sont difficiles à tenir, comment des alliances se construisent, mais restent aussi difficiles à stabiliser au sein de luttes des places qui existent peut-être aussi partiellement à Strasbourg. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Comme ça vient d'être dit, je pense que le cas de Bruxelles est intéressant parce qu'on va voir qu'il y a quelques différences, mais aussi beaucoup de points communs avec ce qui va être discuté aujourd'hui. Est-ce que j'ai la main pour ça? Alors, l'idée est d'abord de vous introduire sur le contexte du port de Bruxelles, dans quel cadre il s'est développé, quels sont les enjeux qui se posent autour, revenir sur le rôle logistique majeur actuel du port et arriver avec ces enjeux de lutte, conflit d'usage, interaction avec les autres fonctions urbaines et comment se nouent ou se renouent des alliances autour du maintien ou de la disparition des activités ou de la reconversion des activités portuaires et arriver finalement à se poser des questions sur le futur possible ou les futurs possibles de cet espace portuaire bruxellois et en général des activités logistiques en milieu urbain. Alors, le port de Bruxelles, c'est et le canal qui l'alimente, en fait, se déploie dans un contexte historique ancien. Il se déploie dans un espace qui correspond à une vallée. Alors la vallée de la Seine à Bruxelles, qui a une ampleur bien moindre que son équivalent parisien, mais qui pour autant, dès le Moyen-Âge, a structuré finalement le développement d'activités commerciales et artisanales, qui dès le XVIe siècle, mais vu les besoins justement d'échange de produits, a été doublé d'un premier canal artificiel reliant Bruxelles à Anvers et par là à la mer du Nord. Un espace qui, au moment de la révolution industrielle, va concentrer le déploiement, finalement la montée en gamme des activités artisanales vers des activités productives, vers des activités industrielles plus lourdes, et par là aussi vers une polarisation d'un habitat ouvrier qui correspond à ces besoins de travailleurs pour cette activité industrielle, sachant qu'à ce moment-là, Bruxelles devient le premier pôle industriel belge, dans un contexte où la Belgique elle-même est à la pointe de la révolution industrielle, et donc cet espace du canal et du port deviennent un espace industriel majeur à l'échelle belge et même probablement européenne. Alors, comme d'autres espaces industriels de ce type, dès la deuxième moitié du XXe siècle, le canal à Bruxelles et ses abords vont connaître des phénomènes de désindustrialisation forts,
avec aussi bien des disparitions d'activités que des difficultés socio-économiques pour les habitantes et les habitants des quartiers environnants. Pour autant, même dans une ville où la part de l'industrie a fortement baissé, Bruxelles a conservé un port urbain ainsi que des activités industrielles et logistiques très proches de son centre-ville. Et donc, maintenant se posent différentes questions. Comment ces luttes d'espace, le fait que Bruxelles connaisse une gentrification forte, se conjugue avec le développement ou le maintien d'activités logistiques. Quels sont les conflits d'usage qui peuvent naître, notamment avec les développements immobiliers le long ou aux abords de cet espace fluvial majeur. Alors, voilà. Pour vous illustrer cela très rapidement, en fait, et vous montrer un peu la situation, on a ici, sur la carte de Ferraris, on le voit ici dès le XVIe siècle, un canal artificiel qui va d'abord remonter vers Anvers et qui sera ensuite poursuivi ici vers le sud, vers Charleroi, ce qui fera de Bruxelles tant un espace portuaire qu'un espace de passage pour les activités fluviales. Je vous disais, au moment de la révolution industrielle, cet espace devient un espace industriel majeur. C'est illustré par notamment cette carte de Bruxelles industrielle en 1910, qui vous illustre cette concentration d'ateliers, mais en fait aussi d'activités industrielles beaucoup plus lourdes, qui vont structurer l'espace bruxellois et qui continuent à marquer son paysage, et notamment son paysage social. Alors, ça marque son paysage industriel. Vous avez ici un recensement des bâtiments industriels et logistiques que nous avons mené dans notre laboratoire en 2015 et qui montre encore comment cet espace du canal et du port de Bruxelles continue à structurer ce qu'il se maintient comme activité tant industrielle que logistique que de commerce de gros. Si on zoome sur le nord de la région, on voit à quel point l'espace du canal reste un espace structurant pour ces activités industrielles et logistiques. Mais au-delà de ces activités industrielles, ça fait de cet espace aussi un lieu de vie populaire. Un lieu de vie populaire qui, durant la deuxième moitié du XXe siècle, connaît différentes mutations et différentes difficultés, que ce soit une concentration de population moins riche, en tout cas moins riche que le reste de la population bruxelloise, une croissance démographique forte, ce qui évidemment ne sera pas sans impact en termes de conflits d'usage, et des enjeux, en fait, des enjeux sociaux qui se posent en termes de qualité des logements, en termes d'accès à l'emploi, etc., mais qui ne sont jamais qu'en fait l'héritage historique de cet espace industriel et donc de l'habitat ouvrier qui s'y est concentré au fil des siècles et des décennies et qui continue à marquer sociologiquement l'espace bruxellois. Alors ça se marque aussi maintenant par les nouvelles politiques urbaines et notamment les politiques de gentrification qui, en s'appuyant sur le caractère international de Bruxelles, et là de nouveau on pourra faire des parallèles avec la situation ici, amène à des transformations fortes des quartiers populaires bruxellois par la construction de logements de plus haut standing, par des politiques de rénovation de l'espace public sans contrôle du prix des logements, qui amènent de très fortes transformations, de très forts mouvements dans la population, et une pression particulièrement forte sur ces quartiers populaires aux alentours du canal, et donc par là même sur les espaces industriels qui s'y maintiennent. Et donc ça, on le voit, on a pu le suivre notamment par les reconversions d'anciens espaces d'ateliers et d'industrie qui sont particulièrement forts dans les parties les plus centrales de la ville, la plupart du temps au profit de logements, d'espaces d'équipement et donc au détriment du maintien d'activités industrielles ou logistiques. Pour autant, malgré cette transformation, l'espace du canal, y compris ces parties les plus centrales dans l'agglomération bruxelloise, garde un rôle important en termes de logistique, que ce soit de la logistique fluviale avec le maintien de terminaux portuaires, mais aussi en termes finalement de restructuration et de structuration des flux qui approvisionnent l'agglomération, dans la mesure où, au-delà de l'activité portuaire elle-même, on va retrouver toute une série d'activités de commerce de gros, avec l'équivalent du marché de Rungis
pour Bruxelles, qui se retrouve ici, en fait, à quelques kilomètres de l'hypercentre-ville, avec des espaces d'entreposage qui continuent à être utilisés par les acteurs industriels, les acteurs de la construction à Bruxelles. Alors, ça se marque dans le paysage par toute une série d'activités qui sont immédiatement liées à la voie d'eau, mais et par une activité portuaire qui reste dynamique, alors qui est portée par des produits liés à une ville plutôt désindustrialisée. Hein. Donc, on va retrouver essentiellement des matériaux de construction, des combustibles, en sens de sortie de l'agglomération, des produits de recyclage, des déblais, et une activité de conteneurs qui se développe, mais qui reste d'une ampleur bien moindre que les flux historiques de matériaux de construction ou de combustible. Et vous voyez une activité qui est plutôt en hausse au fil des années. Au-delà de cette activité portuaire elle-même, il y a tout ce rôle de restructuration et de structuration des flux logistiques, y compris des flux logistiques routiers. Et donc, effectivement, les espaces portuaires bruxellois génèrent un trafic routier important, mais probablement évitent aussi la dispersion de ce trafic routier dans le reste de l'agglomération, en le concentrant vers quelques nœuds majeurs au niveau desquels sont organisés les flux du dernier kilomètre qui approvisionnent l'agglomération. Alors pour autant, la situation elle n'est pas statique, et donc si on observe l'évolution de l'emploi ou des espaces logistiques dans l'agglomération bruxelloise, ce qu'on observe très clairement, c'est une sortie de ces activités au profit de sa proche ou de sa plus lointaine périphérie. Et là, derrière ça, il y a différents phénomènes. Il y a la restructuration des chaînes logistiques au profit d'espaces logistiques plus grands, qui rayonnent à une échelle plus étendue et donc qui préfèrent des espaces plus éloignés des centres-villes, plus proches des grands axes routiers. Mais il y a aussi la pression foncière, la pression immobilière sur les espaces portuaires bruxellois centraux, et la question aussi de l'accessibilité routière, l'accessibilité multimodale de ces espaces en centre-ville, qui clairement peut entrer en conflit avec la volonté de réduire les flux de véhicules routiers, de réduire l'impact finalement de ce transport routier dans l'agglomération bruxelloise. Et évidemment, cette dynamique, elle se traduit par des conflits d'usage, ou en tout cas des choix compliqués qui sont assez marquants sur cette photographie. Vous avez ici, au cœur finalement de cet espace portuaire bruxellois central, la construction de la plus haute tour de logement à Bruxelles, qui est clairement une tour plutôt de haut standing, et qui marque dans le paysage cette tension, puisque vous avez juste en face une centrale à béton, et que évidemment, dès l'arrivée des habitants et habitantes dans cette tour, la centrale à béton a été contrainte de modifier ses activités. Alors, c'est un cas emblématique, mais qui en fait traduit une tension beaucoup plus forte. Une tension beaucoup plus forte qui est probablement assez générale dans les espaces portuaires urbains, mais qui est d'autant plus forte dans le contexte bruxellois. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Belgique a une structure politique particulière, avec une logique extrêmement compétitive entre les territoires, et que donc dans ce cadre-là, ce qui se passe à Bruxelles est aussi lié à ce qui se passe dans les régions environnantes et à la compétition entre la région bruxelloise, qui est une des entités de l'État fédéral belge, et les autres régions, donc la Flandre et la Wallonie. Et donc les logiques de dockside, de capacité à dégager des gains élevés dans les espaces industriels en les reconvertissant vers d'autres fonctions qui ne sont pas propres à Bruxelles, sont exacerbées dans le contexte bruxellois par ces logiques compétitives politiques. Alors pour vous donner une idée d'une traduction que cela peut donner, vous avez ici une carte émise par la région flamande des espaces industriels. Et cette île blanche ici au milieu, c'est la région bruxelloise. Et donc c'est comme ça que communiquent et que travaillent les régions en Belgique en matière de développement économique, avec vraiment des logiques extrêmement compétitives. Si on prenait l'équivalent bruxellois, vous auriez l'île bruxelloise entourée du vide constitué par les régions flamandes et wallonnes. Et donc, cette compétition d'usage, cette compétition de fonction, elle se traduit directement dans l'espace avec des politiques tantôt flamandes qui vont chercher à attirer les activités logistiques bruxelloises, tantôt bruxelloises qui vont développer des infrastructures redondantes avec leurs équivalentes
leurs équivalents côté flamand le long de la même voie d'eau. Et ces politiques compétitives, elles se traduisent aussi en termes de répartition des revenus. Et là, de nouveau, ce n'est pas sans impact sur ce qui va se passer autour du port. Il faut savoir que, contrairement aux structures des grandes villes françaises, les grandes villes belges se traduisent plutôt par des centres-villes populaires et la sortie des populations aisées vers la périphérie. Mais ça, dans un contexte fédéral compétitif, ça veut dire que les revenus des travailleurs bruxellois se traduisent par des rentrées d'impôts qui ne sont pas à Bruxelles, mais plutôt en périphérie dans les autres régions. Et donc, pour la région bruxelloise, attirer des nouvelles fonctions sur l'espace portuaire, c'est aussi chercher à attirer des nouveaux revenus, que ce soit des revenus immobiliers ou par la fixation d'autres populations. Et là, la politique de gentrification bruxelloise prend un tour particulier parce que ramener des populations aisées ou tenter de les fixer dans l'espace bruxellois, c'est aussi s'inscrire en faux par rapport à cette logique où la région bruxelloise est plutôt une région pauvre, entourée d'une banlieue riche et avec très peu de mécanismes de répartition des revenus et plutôt une tendance à la disparition de ces mécanismes de répartition des revenus. Alors concrètement, comment ça se traduit ? Vous avez ici une carte qu'on a réalisée avec des collègues en 2021. Chacun des traits ici, que je ne vais pas vous détailler, correspondent à des projets immobiliers non industriels le long du canal bruxellois sur son espace portuaire. Alors, ça se traduit par ce type de réalisation, que ce soit un musée d'art moderne en lien avec les musées Pompidou à Paris, que ce soit, et là ça va vous intéresser, la réalisation du plan canal par l'architecte Alexandre Chemetov, qui a été vraiment le point de départ d'une tendance encore plus forte à la désindustrialisation au nom de la mixité des fonctions dans l'espace portuaire, la création de centres commerciaux, la création de docksites et autres marinas. Alors, ces politiques, elles mettent la pression sur les autorités chargées du développement portuaire et industriel et sur les acteurs industriels eux-mêmes, que ce soit par la pression sur les terrains disponibles, que ce soit par la pression sur les conditions d'activité. Donc il y a une pression sur la disparition des espaces industriels, mais en fait il y a une pression y compris sur les espaces industriels qui se maintiennent pour les conditions des activités qui peuvent s'y maintenir. Donc, par exemple, une cimenterie en face de logement, on va lui demander de changer ses pratiques pour réduire le bruit, pour réduire la poussière. Les quais industriels, on va leur demander d'être ouverts le week-end pour la balade. Et donc là, on a vraiment des conflits d'usage forts qui, dans un contexte libéral régulé plutôt par les gains fonciers et la rente foncière qu'on peut tirer des terrains, se traduit par, se fait au détriment essentiellement des espaces industriels. Pour autant, ces politiques, elles ne répondent pas aux enjeux sociaux de l'espace bruxellois, parce qu'elles se font au nom de la croissance démographique, elles se font au nom du besoin de nouveaux équipements publics, mais elles ne se traduisent ni par la création de logements sociaux, alors que les manques sont très importants, elles ne se traduisent pas par la création d'équipements destinés aux populations en difficulté socio-économique, elles visent plutôt à attirer des publics extérieurs et plus nantis. Elles font pression sur les emplois industriels de l'espace portuaire qui, eux, potentiellement, peuvent profiter aux populations environnantes. Et donc, de ce fait, ces politiques, en fait, elles peuvent créer des nouvelles alliances. Elles sont contestées aussi bien par les acteurs industriels portuaires que par de plus en plus d'habitants et de leurs représentants dans l'espace bruxellois, et en fait aussi par une partie des autorités publiques qui va être plus sensible à ces enjeux sociaux. Et donc, malgré le contexte finalement politique, les rapports de force qui sont a priori assez défavorables, puisqu'ils allient les acteurs de l'immobilier, ils allient les autorités bruxelloises, en fait, ils peuvent faire naître des nouvelles alliances. Et donc, ça pose la question de vers quel futur on va aller. Est-ce qu'on va poursuivre la désindustrialisation ? Et là, les dernières décisions de planification confirment plutôt cette tendance, mais elles amènent à renforcer en fait des contre-alliances avec des points de vue communs entre habitants, acteurs industriels, ports et autorités en charge de la mobilité.
Et ces alliances, elles peuvent naître autour des enjeux de maintien des activités logistiques, qui sont un enjeu de maintien d'emploi, mais en fait aussi un enjeu de mobilité. Quand on maintient des activités logistiques à proximité du centre-ville, on évite aussi la dispersion des flux. Et ça, de plus en plus, les autorités en charge au minimum de la mobilité en sont conscientes. Pour autant, on reste dans un cas exemplaire des relations ville-port dans un contexte libéral ou néolibéral, avec une régulation qui est basée sur la compétition et les taux de profit qu'on peut tirer des terrains, plus que sur les besoins des habitantes ou des acteurs économiques et industriels bruxellois, avec une alliance de fait entre autorités publiques et promoteurs privés autour de cette possibilité de dégager des taux de profit, les uns immédiatement, les autres en espérant attirer des populations plus nanties, avec une gestion qui est de plus en plus orientée projet plutôt que planifiée à l'échelle des besoins industriels, et donc une régulation qui ne semble répondre ni aux enjeux sociaux ni aux besoins logistiques, mais qui fait naître des nouvelles formes de lutte. Des nouvelles formes de lutte qui peuvent se traduire par des publications de l'autorité portuaire elle-même qui mettent en exergue les dangers de ce genre de politique, et des alliances entre ces autorités portuaires et des acteurs plutôt du monde associatif qui dénoncent les impacts sociaux et qui s'allient pour attaquer une partie des projets immobiliers en cours. Alors clairement dans un rapport de force qui pour l'instant ne leur est pas favorable, mais qui peut basculer. Et alors je vous donne un exemple qui reste peut-être anecdotique, mais qui est quand même marquant de ce qui est occupé à se passer dans l'espace bruxellois. C'est une occupation, une occupation par des acteurs plutôt impliqués dans la vie sociale bruxelloise, d'un ancien espace industriel qui a été exproprié pour construire des tours de luxe et dont l'occupation est clairement, au minimum, vue de façon sympathique par les autorités portuaires et une partie des acteurs politiques bruxellois qui clairement ne représentent pas la majorité, mais qui sont occupés à construire un rapport de force nouveau autour des activités portuaires et industrielles à Bruxelles. Beaucoup, Mathieu. Donc, comme l'a dit Frédéric, on n'ouvre pas le dialogue à la salle et on engage assez vite les tables rondes. Pardon. Les tables rondes dans la foulée, en rebond de cette présentation. Donc, je vais inviter les participants de la table ronde 1 à me rejoindre. Donc, il n'est pas allumé non plus. OK. Ah oui, ça change. À nouveau Anne-Marie Jean, vice-présidente de l'EMS en charge de l'emploi et de l'économie et présidente du PASS. Régina Loire, présidente du GUP, le groupement des usagers du port et conseillère régionale. Pierre Laplane, directeur général de l'ADUS, l'agence d'urbanisme de Strasbourg. Et puis Alice Frémaux, directrice de la programmation à la SPL de Rives. Je pense qu'on va s'installer cette fois-ci de façon, histoire de ne pas déboussoler totalement nos équipes de captation. Donc prenez place sur les chaises. Je vais moi-même m'installer aussi. Et donc je vais animer cette table ronde avec Jean-Alain. Autour de la question de la ville productive, le thème de la ville productive est en train de constituer nouvellement la feuille de route d'un assez grand nombre de métropoles aujourd'hui, même si on a vu que ce n'est pas encore forcément le cas sur la métropole bruxelloise, mais la métropole lyonnaise, par exemple, se positionne vraiment sur ces questions, notamment dans le cadre du programme POPSU. Et donc, ce thème défend l'idée de maintenir ou de faire revenir les activités de fabrication industrielle, agricole, artisanale au contact de la ville habitée.
Donc les récentes crises économiques, sanitaires et aujourd'hui militaires qui traversent les économies occidentales ont souligné les impasses d'une économie réduite aux services et ont mis en évidence leur forte dépendance à des zones de production lointaines et incertaines. Et la question de la relocalisation productive et de la réindustrialisation s'impose aujourd'hui relativement comme une évidence partagée, d'autant que cette dimension de géoéconomie industrielle, à cette dimension s'ajoute bien sûr l'urgence climatique qui met au centre des préoccupations la mise en œuvre de circuits synergiques courts, adossés à une production plus locale, afin d'assurer une moindre empreinte environnementale. Donc cette première table ronde engage la question du partage matériel et fonctionnel des espaces autour de la possible complémentarité, convergence des usages métropolitains. Le partage est vu à travers la question de la cohabitation des espaces productifs avec d'autres fonctions urbaines, autour de quels intérêts communs, via quel travail d'acculturation réciproque, et aussi quelle levée de contraintes. On a vu que ce n'est pas simple, pollution, accessibilité. L'enjeu croise sans doute avec la contrainte de la surface disponible de développement de la métropole et la perspective de ZAN, donc zéro artificialisation nette, est le principe majeur qui va se mettre en place dans un horizon assez proche. Mais la question dépasse aussi cette simple répartition du foncier entre les fonctionnalités, car l'espace disponible, c'est aussi la capacité maximum de résorption des impacts environnementaux par la nature, air, eau, biodiversité, etc. Alors, des perméabilités grandissantes entre lieux et temps de vie et de travail, cette question intéresse aujourd'hui toutes les grandes métropoles et déborde assez largement à Strasbourg, le seul territoire industriel-portuaire. Pour autant, qu'en est-il de la zone portuaire plus particulièrement ? Est-ce que le port peut être un laboratoire métropolitain de stratégie et d'adaptation possibles en matière de maîtrise des espaces disponibles et surtout de partage de ces usages ? Donc c'est une question qu'on va regarder ensemble à travers donc 4 séquences qui seront des questions apportées à des binômes. Donc, on vous a un peu prévenu. Donc, on est plutôt sur un mode ping-pong de réponses assez courtes. Et donc, Jean-Alain va lancer cette série. Merci Bruno. Alors, effectivement, avec la première question que nous allons poser à nos experts et acteurs va concerner ce que Mathieu a appelé tout à l'heure les conflits d'usage. Donc, entrons directement vers ces problèmes-là. Donc, il n'a échappé à personne qu'on a commencé à mettre du logement dans la zone portuaire, qui était quand même une zone autrefois prévue pour autre chose, sauf un début de population assez pauvre, comme dans le cas de Bruxelles, mais de manière massive, une brèche urbaine, puisque le terme est souvent employé, a été construite en apportant un autre type de population et de manière beaucoup plus massive, progressivement. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que cette urbanisation qui finalement coupe la zone portuaire en deux avec l'opération des deux rives, est-ce que c'est la bonne interaction à promouvoir entre ville et port ? Je rappelle que c'est le cœur de nos réflexions à POPSU Métropole. Mais pour rebondir sur aussi une question évoquée par Bruno, dans quelle mesure la zone portuaire peut aussi servir de modèle pour le reste de l'agglomération ? Et là, une des questions que nous nous posons et que certains des experts que nous avons interviewés ont déjà évoqué, est-ce que aussi d'autres endroits de l'agglomération de Strasbourg peuvent s'inscrire dans cette dynamique ? Donc la brèche urbaine dans une zone portuaire, ici sur la zone portuaire, est-ce qu'on peut retrouver des schémas de ce type, par exemple, pour la plaine des Bouchers ou d'une autre manière pour l'espace européen de l'entreprise, à d'autres endroits dans la métropole. Alors, ma première question s'adressera à Pierre Laplane. Monsieur Laplane, vous avez salué dans l'interview que vous avez faite et qui a été filmée, vous avez salué, comme d'autres personnes d'ailleurs, l'émergence d'un nouveau quartier d'habitation comme un défi intéressant. Et vous vous êtes positionné pour une sortie plus large d'une logique de zoning
en plaidant pour une hybridation progressive de quartiers comme celui de la zone portuaire et potentiellement d'autres dans l'agglomération urbaine de Strasbourg. Alors voilà, est-ce que vous pourriez commenter cette position? En premier lieu, merci d'avoir introduit notre échange par cet exemple bruxellois qui n'est pas véritablement le futur désirable que nous pouvons envisager pour le développement du port et de la métropole. Parce qu'effectivement, la question qui se pose est celle de la pérennité et du développement d'activités productives au sein même de l'agglomération et au sein même de la métropole. Pour les préserver, il faut pouvoir effectivement qu'elles puissent cohabiter, mais pour qu'elles cohabitent, me semble-t-il, il faut un récit, il faut un projet et il faut des usages et des lieux. Un récit, finalement, il a été esquissé tout à l'heure par Frédéric Rossano qui a parlé d'identité fluviale ou de métropole fluviale. Je crois que c'est très important qu'il y ait une vision qui porte d'abord cette cohabitation nécessaire entre les activités productives au sein d'une métropole et partant aussi au sein du quartier du port et du quartier des deux rives. Et puis, il faut un projet, c'est-à-dire une maîtrise, c'est-à-dire une déclinaison spatiale. Parce que je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas, à un moment ou à un autre, sanctuarisation, il n'y aura plus d'activité productive, vous l'avez bien dit, à cause des phénomènes de spéculation. Mais entre tout et le rien, je pense que la vision, la ZAC d'ailleurs, permet cette organisation. Il y a une cohabitation qui doit être une cohabitation réussie. Je crois que c'est tout l'enjeu pour le port et pour la métropole, c'est de faire réussir cette cohabitation. Ce n'est pas simple, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des contradictions, mais ça me paraît possible. Je disais un projet, je dirais aussi des usages et des lieux. Habiter à proximité du port, ce n'est pas habiter n'importe où. C'est aussi respecter, c'est savoir qu'on habite au port. De la même façon que quand on habite dans un village, on sait que dans ce village, il y a aussi des activités productives. Il y a de l'agriculture. L'agriculture génère quelquefois certains désordres, des bruits d'animaux, des passages de tracteurs. C'est vrai que quelquefois, les habitants ne le comprennent pas, mais ils ont quand même choisi cet environnement. Et je pense que quand on choisit d'habiter au port, quelque part, encore faut-il pouvoir le dire, mais on choisit aussi d'habiter, on apprécie la dimension fluviale, on apprécie ce magnifique paysage qu'on voit de la salle du 4e étage du siège du port, de conteneurs. Il y a une dimension de rêve, mais cette dimension de rêve, elle a aussi ses contreparties. Elle est vivante, elle produit des activités. Alors, je reviens quand même sur l'exemple qui était donné à Bruxelles, cette centrale à béton qui faisait face à un immeuble de luxe. Il me semble qu'il ne faut pas caricaturer le projet des deux rives. Il a essayé d'organiser de façon plus pertinente cette cohabitation. Et si je parle du projet COP, le long de la rue du port du Rhin, il y a des activités, il n'y a pas eu de logement, parce qu'ils font face à des activités qui sont des activités productives qu'il faut pouvoir conserver. Et je disais des lieux parce que ça me paraît important qu'il y ait ces points de rencontre pour que cette cohabitation, dans la durée, fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, il faut que les activités économiques y trouvent leur compte. Et il faut aussi que les habitants y trouvent leur compte. Et je pense que, par exemple, le projet COP, alors c'est vrai qu'il a une dimension très culturelle, mais il pourrait aussi avoir d'autres dimensions. Il y a le projet du kaléidoscope, donc de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être aussi un lieu d'échange. Ça peut être aussi un lieu d'animation, à proximité d'ailleurs du siège du port où nous nous trouvons. Donc c'est important aussi de faire vivre des lieux. C'est important qu'il y ait une vision. Et cette vision, il faut la décliner, j'allais dire, au quotidien et être à l'écoute des acteurs. Et finalement, ça donne un peu... ça permet d'illustrer la métropole telle que, à mon avis, la métropole désirable, c'est une métropole coopérative qui donne la place à des acteurs, mais avec des lieux d'échange. Et puis après, avec des décisions et des décisions partagées. Je pense que c'est ce qui a pu être fait par... les différents exécutifs. Je pense que c'était le sens de la feuille de route Éco 2030. C'est aujourd'hui
le sens du pacte qui est animé par Anne-Marie Jean, c'est-à-dire de donner la place à chaque acteur, de partager, mais aussi de réguler, et aussi de décider, et aussi d'organiser. Merci beaucoup. Alors, je voudrais passer maintenant la parole à Régina Loire pour avoir peut-être une autre vision, un autre point de vue à partir des utilisateurs du port. Signaler également au passage que cette question de la compatibilité ou pas des fonctionnalités portuaires traditionnelles et de nouvelles occupants, de nouvelles occupations, nous avons aussi posé cette question à Kehl. Alors malheureusement, ce matin et cet après-midi, on pourra, les trois personnes que nous avons interviewées, deux pour le port, et une personne pour le Fiona Hertel, qui est responsable du marketing pour la commune de Kehl. Donc ces personnes, donc malheureusement, n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais sont interviewés dans le film que nous avons monté. Et juste une petite remarque, parce qu'il faut aussi voir comment ça se passe de l'autre côté du Rhin. On est dans un système commun et j'espère aussi cohérent que possible. Quand on pose frontalement cette question, vous avez une autre stratégie à Kehl, parce que le port de Kehl n'envisage absolument pas de créer de la mixité. Est-ce que ça vous gêne qu'à Strasbourg, on ait au contraire fait une brèche urbaine et qu'on ait commencé à mélanger toutes les fonctionnalités sur le territoire? Et alors, notre surprise, quelque part, ils ont dit non, non, pas du tout. De toute manière, ça peut nous servir à nous aussi. Parce que si on fait venir des cadres qui sont pas très contents d'habiter dans des petites villes, des villages, des villes moyennes de l'Ortenau, ils pourront toujours habiter des lofts chez vous, du côté de Strasbourg. Voilà. Donc, alors, je reprécise un petit peu ma question. Comment, dans tout ce contexte, faut-il voir la question finalement de la cohabitation et de la compréhension mutuelle entre port au sens traditionnel du terme et ville? Alors, le groupement des usagers du port et ses adhérents, lorsqu'on a parlé de ce quartier des deux rives et notamment de mettre de l'habitat sur la COP et le terrain Starlet, le GUP a été fondamentalement contre cette implantation. Et je me souviens très bien qu'on avait été associé par l'Eurométropole à la construction du schéma directeur. Et on s'était quand même bien insurgé contre cette vision de la métropole. Et vous l'avez bien précisé à un moment donné, le fait qu'on coupe le port en deux. Bon. Aujourd'hui, c'est fait. Je dirais le train, il est en marche. Il est déjà bien parti. Donc, je dirais les industriels, je dirais pas s'en accommodent, mais vont essayer de faire avec. Et avec beaucoup de, je dirais, de résilience, de moyens et d'investissement. Aujourd'hui, on est aussi dans une industrie qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus soucieuse de son environnement et donc des populations qui sont autour de ces sites. Et du coup, je pense que ça peut effectivement constituer un moyen de dialoguer avec des futurs riverains qui s'implanteraient pas très loin. Moi, je pense que vous avez dit quelque chose de très important aussi, c'est qu'avec la crise ukrainienne, avec la crise chinoise aussi, dont on commence tout doucement à parler, on va être obligé de relocaliser des industries, on va être obligé de relocaliser de l'activité industrielle. Et je pense que le port de Strasbourg, à ce titre-là, il a tous les avantages pour ça. Il est multimodal, il y a le fer, il y a la route. Bon, pas toujours très accessible, mais enfin bon, peut-être qu'on y reviendra. Et il y a le train qu'avec l'aide du port, on est en train de développer. Donc ça, c'est quand même un avantage vraiment primordial. Et
de ce fait, de cette volonté de relocaliser l'activité économique, qui est aussi une volonté de la région Grand Est, hein, d'ailleurs, eh ben, on a aussi besoin de relocaliser l'emploi et de faire des circuits courts au niveau de l'emploi. Et je pense qu'à ce niveau-là, le port, ben, il a tous les atouts qu'il faut. Hein. Il est vraiment multi... comment on peut dire ça? Comment je peux exprimer ça? Il a plein de qualités. Il faut essayer de préserver ses atouts et ses qualités. Alors moi, en tant que présidente du groupement des usagers du port, je trouve qu'on peut admettre une certaine proximité avec les riverains, mais il va falloir faire attention à ce que cette proximité ne devienne pas de la promiscuité et qu'on ne commence pas à un moment donné à rentrer dans des conflits. Ce qui est quand même, en général, c'est un peu le juste cours des choses. Hein. Vous l'avez illustré à Bruxelles. À un moment donné, il y a des problèmes. Donc voilà, je pense que l'Eurométropole a essayé quand même de faire son possible pour justement aménager le quartier des Deux Rives en y mettant des activités qui ne sont pas nuisibles aux industries qui sont en face. Je pense que les industriels, eux, de leur côté, font énormément d'efforts pour améliorer leur image et leur mode de fonctionnement. Et donc, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on essaye de se rejoindre dans le dialogue et dans la bonne cohabitation. Voilà, je pense qu'il faut aussi que les riverains opèrent aussi leur métamorphose, un petit peu comme les industriels le font, et ne crient plus, ne disent plus tout simplement que les industriels sont les méchants. Et voilà, il faut qu'il y ait aussi un changement de vision par rapport à l'industrie. L'industrie aujourd'hui, elle est créatrice d'emplois, elle est créatrice de richesses. Si on n'avait pas de l'industrie de l'activité économique, je veux dire, les coiffeurs, etc., c'est bien, hein, les banques, mais il y a un moment donné, il faut repenser à produire des choses. Et voilà, il faut que ça s'opère en bonne compréhension. Merci. Je vais rebondir effectivement sur cette question d'acculturation, parce que vous vous êtes aussi prononcé dans les films pour dire que, à contrario de l'habitation, vous étiez assez favorable à ce que d'autres activités citadines puissent être accueillies dans le port. Vous aviez notamment parlé des activités qui peuvent faire du bruit comme un port fait du bruit et qui ne sont pas forcément les bienvenues dans l'hypercentre. Donc cette question donne l'objet de notre deuxième séquence avec Anne-Marie Jean et Alice Frémaux, qui est que le port pourrait ne pas être seulement habité par du logement, il l'est déjà, ou l'a été aussi par d'autres fonctionnalités citadines, d'autres urbanités qui ont été localisées, qui peuvent être relocalisées dans la zone portuaire, événementielle et festif. Le port a accueilli, et ça marque beaucoup d'esprit strasbourgeois, la manifestation aux Osphères, et a fait découvrir le port à un grand nombre de gens. Il y a des grands programmes qui cherchent leur assiette, notamment la Foire Saint-Jean, mais d'autres programmes de ce type. C'est un port qui accueille un programme de santé avec la clinique Arena importante. C'est aussi un port riche d'une nature et donc qui est attractif sur le versant loisir. Donc Anne-Marie Jean, les enjeux d'accessibilité mis sur la table par le port intéressent aussi d'autres fonctions urbaines. Donc,
possiblement encombrante ou génératrice de trafic. Idem pour le bruit, je viens de le dire. La question des disparités temporelles aussi. On a vu dans nos entretiens, beaucoup ont souligné que les temporalités ne sont pas les mêmes entre le port et la ville. Temporalité sur le long terme, mais aussi temporalité hebdomadaire, jour-nuit, semaine, week-end. Et vous l'avez beaucoup mis en avant. Ne peut-elle pas initier des relais inédits port-ville? Le port peut-il et doit-il développer ce type d'autres hospitalités que le logement, comme vous le suggériez dans notre entretien, autour de la fête, par exemple, qui vous tient à cœur? On est à l'époque du bac, ça pourrait faire un sujet de 4 heures au moins, ces questions-là. J'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire Régina Loire au titre des utilisateurs du port et souligner, avant de répondre à votre question sur l'ensemble des autres fonctions, l'importance pour moi de la fonction industrielle et productive du port. Elle est historique, elle existe depuis toujours et elle est extrêmement importante. Et elle est importante pour l'agglomération. On est une agglomération d'1 demi-million d'habitants. Elle génère des besoins de produits, de services auxquels le port vient répondre. C'est une fonction qui est importante également à une échelle régionale, non pas dans une acception de découpage administratif, mais région physique du terme, dans les 200 km à la ronde. Et elle est importante aussi pour un certain nombre d'industries qui sont exportatrices de notre territoire pour l'accès au grand commerce international et également pour l'approvisionnement du territoire, de la grande façade est de la France, dans un certain nombre de produits qui peuvent venir de l'étranger. Donc cette fonction, elle me paraît très importante à ne pas oublier, et elle est importante ici. Elle est importante ici parce que la géographie est comme elle est, parce que l'axe fluvial est là, parce que les canaux sont là, parce que nous avons d'ores et déjà ici la plus grande gare de fret ferroviaire de toute la région, et nous avons engagé les études pour doubler cette capacité, créer une deuxième gare de fret ferroviaire, doubler encore cette capacité. Donc l'industrie est nécessaire pour les raisons que vous avez dites, Régine. Elle est nécessaire aussi à la vie du territoire. Et selon moi, aujourd'hui, les activités qui sont les plus pertinentes ici sont celles qui vont pleinement utiliser les aménités du port, celles qui ont une vraie raison d'être ici plutôt qu'ailleurs, celles qui vont utiliser l'arrivée des matières premières dont elles ont besoin par la voie fluviale et exporter leur production par la voie fluviale ou par la voie ferroviaire, qui sont là, et celles qui produisent des services pour le territoire métropolitain et le territoire régional rapproché. Parmi toutes les industries qui voudraient s'implanter sur la métropole, Dieu sait qu'il y en a, Dieu sait que nous manquons de terrain pour les accueillir. Notre grille de lecture, selon moi, doit être celle-là. Qu'est-ce qui fait que cette industrie a du sens à être ici, que le territoire en a besoin, que c'est un vrai apport pour le territoire? Tout projet a son utilité, il n'existe pas de façon exogène sans qu'il ait une utilité. Quelle est son utilité pour le territoire, sa raison d'être pour le territoire? Et pour moi, ici, c'est vraiment l'utilisation des infrastructures, de l'eau et du fer qui sont primordiales. Alors, je viens à votre question. Nous avons déjà un port qui est un port ouvert. C'est déjà une caractéristique par rapport à d'autres ports. Il a 10 km de longueur le long du Rhin, 1 km de largeur. Et tout le monde peut y entrer. Ce n'est pas forcément aujourd'hui un lieu de balade beaucoup pour les Strasbourgeois. Le port est souvent méconnu. Ça a été relevé par beaucoup d'acteurs dans votre travail. Mais c'est un port ouvert. Donc, d'ores et déjà, les rythmes de vie peuvent y cohabiter. Il existe déjà un bout de quartier d'habitation et il est en train bien sûr de se renforcer fortement, mais d'ores et déjà c'est un port qui est traversé par les personnes qui font tous les jours des allers-retours entre Strasbourg et l'Allemagne, que ce soit pour y travailler ou pour y faire leurs courses ou pour des loisirs. Et puis il est utilisé aussi bien sûr pour les circulations de tous les salariés qui y travaillent. Ce sont à peu près 10 000 personnes sur le territoire du port. Alors bien sûr les rythmes sont différents, mais là je crois vraiment qu'il faut se parler, tout simplement. L'une des premières choses sur lesquelles je crois a travaillé le GUP lorsque la démarche clé s'est lancée, c'est sur les plans de déplacement inter-entreprises et sur la question donc de la possibilité pour les salariés de venir travailler autrement qu'en utilisant une voiture individuelle, y compris quand ils prennent leur poste très tôt le matin, 5 heures du matin pour certaines usines. Eh bien, le fait que les entreprises se mettent ensemble a permis de dialoguer avec la CTS et a permis que les horaires
de desserte des lignes de bus correspondantes puisse être aménagé. Alors c'est un exemple tout petit, tout isolé, mais qui est juste là pour dire que la réponse, elle se trouve dans le dialogue et dans la prise en compte des contraintes des uns et des autres. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup besoin de dialogue, besoin de pédagogie aussi. Pierre Laplane citait tout à l'heure le fait que parfois des rurbains viennent s'installer à la campagne et viennent ensuite porter plainte contre le coq qui chante le matin. Bon, voilà, on risque d'avoir ce même souci. Hein, ça m'inquiète un peu. On partage cette inquiétude avec Claire Merlin, la nouvelle directrice générale du port. Il va vraisemblablement y avoir des gens qui vont arriver ici, sachant très très bien que c'est un port, que c'est une industrie, sachant très bien qu'il y a une ligne ferroviaire, sachant très bien que les politiques publiques sont de promouvoir le transport par fer plutôt que par camion, et puis qui, aussitôt installés, vont sans doute râler parce que quand il y a le train qui passe, bah oui, ça fait un petit peu de bruit. Bon, voilà. Donc il faudra aussi qu'on fasse œuvre de pédagogie pour expliquer cela, pour que chacun prenne en compte les contraintes de l'autre. Ce travail a commencé. Le projet, enfin voilà, je laisserai Alice davantage en parler. Le projet porté par la SPL de Rives a vraiment été mené en essayant d'associer le plus possible la population. C'est compliqué d'associer les gens sur quelque chose qui est quelque chose d'encore un peu lointain. Là maintenant, ça commence à devenir beaucoup moins lointain. On voit les bâtiments qui sortent de terre. Ceux qui passent dans le quartier une fois tous les 2 mois se disent ouf, il y a encore un immeuble qui est arrivé. Ça va à toute vitesse. Et donc là maintenant, on commence à voir ce que ça va donner. Mais il y a eu vraiment cet effort porté par la SPL, souhaité par la métropole, d'associer le quartier et puis d'associer aussi les entreprises du port. Et voilà, Régine l'a dit, elle n'était pas pour le projet. Je le comprends très bien. Voilà, le projet, il est là, il avance. On agit maintenant tous en responsabilité et pour le faire exister. Et effectivement, les entreprises du port sont aussi collaborantes pour y travailler avec l'ensemble des personnes, des habitants. Les cohabitations, elles existent, je voudrais encore le souligner, depuis longtemps, y compris sur l'eau, hein, puisque dans le secteur du bassin du Suzeau, par exemple, on a le croisement, il fait face au quartier des 15, hein, donc un quartier très habité. Il voit passer des tas de flux de nature différente aujourd'hui et ça cohabite paisiblement ces usages, et y compris celui de la logistique urbaine de proximité, qui est aussi une des fonctionnalités du port auxquelles je crois beaucoup et qui utilise justement cette proximité du port avec la ville. Je crois qu'en fait il faut qu'on fasse le plus possible percevoir à chacun des acteurs, les habitants comme les entreprises, que cette réalité physique qui s'impose à nous, le port il est là au bord du Rhin et la ville est là aussi, son centre-ville est tout près du Rhin, d'en faire le plus possible un atout. Je prends encore un exemple issu de la démarche clé d'écologie industrielle, la récupération de chaleur. On a sur le port des entreprises qui génèrent de la chaleur, dont le process de fabrication génère de la chaleur qui jusque-là était ce qu'on appelle de la chaleur fatale, qui n'était pas réutilisée. Grâce au projet de récupération de chaleur, donc la création de AirPass entre le port de Strasbourg et puis réseau GDS, a été créée une unité de récupération de chaleur. Aujourd'hui, c'est essentiellement l'entreprise Blue Paper qui y est connectée, mais d'autres le seront. Et cette chaleur est récupérée et réinjectée d'une part vers d'autres entreprises du port et la clinique Réna, mais aussi vers le réseau de chaleur de la ville qui est à 2 pas. On aurait une industrie qui serait dans la campagne à 40 km. Ça serait sûrement très bien pour ne pas avoir de riverains. Par contre, la chaleur, on ne pourrait rien en faire. Parce que justement, ce qui fait qu'on peut récupérer la chaleur, c'est qu'il y a des habitants à proximité qui sont là pour utiliser cette chaleur. Donc tous ces exemples, je crois, doivent être illustrés, expliqués, pour dire qu'avoir un port industriel tout près de la ville et des habitants, oui, ça présente des inconvénients que chacun voit très bien, mais ça présente aussi plein d'avantages et c'est à nous de les exploiter. Ça sera un peu l'objet de la séquence suivante, qui est effectivement de voir quels sont les domaines plus industriels qui seraient plus urbano-compatibles que d'autres et qui seraient effectivement des leviers de rencontre à favoriser par rapport à certaines industries plus contraignantes. Pour revenir sur cette question encore plus pour l'instant plus côté ville
que côté industrie, qui est effectivement cette question d'hospitalité, d'autres fonctions. Donc vous avez effectivement parlé aussi de l'eau, évidemment, et de ce port ouvert, hein, qui est aussi un port vert, et qui fonctionne aussi potentiellement comme un lieu de promenade, un jardin pour la ville, et au travers ces lignes d'eau et ces différentes natures mieux valorisées. C'est un des termes importants de la vision portée par les paysagistes du projet de Rives, par-delà la question de l'habitat, qui est effectivement de créer et de valoriser un paysage et un environnement qui trouve son attractivité aussi sur d'autres leviers que le logement. Donc là, c'est plutôt pour vous, Alice. Quelle est la question, du coup? Effectivement, autour de ces urbanités, différentes qui peuvent effectivement fabriquer cette rencontre ville-port par d'autres moyens que strictement le logement. Alors après, moi, je veux dire, on n'a jamais défendu, notamment sur la COP, parce qu'on avait un peu, quand la SPL a été créée, potentiellement cette autoroute à projet sur la COP qui était de faire une friche culturelle strasbourgeoise, un peu, ce qui devient un peu une recette aujourd'hui de projet urbain. Il y avait déjà eu aux Osphères, il y avait des artistes, on a une friche, hop, c'est un peu alternatif avec le port, c'est un peu dur, rugueux. Allez hop, on va faire une friche culturelle. Donc ça, on a essayé justement de s'extraire de ça. Et là-dessus, je vous rejoins Anne-Marie Jean, parce que moi, en arrivant à l'époque de région parisienne à Strasbourg, j'avais travaillé à Paris aussi sur des territoires portuaires en Seine-Amont. J'étais frappée justement par le caractère très urbain déjà du port. Le port y était habité. Le quartier du port du Rhin, alors certes, il y a une voie ferrée qui fait qu'il est séparé des activités, mais en fait, à vol d'oiseau, il est complètement à proximité immédiate des activités. Et on a cette rue du port du Rhin qui est dans le domaine portuaire et pourtant que tout le monde traverse assez librement. On avait déjà des gens qui pêchent, qui se baladent. Enfin, c'est quelque chose qui m'a à la fois frappé et vraiment séduit dans ce territoire. Aussi, ce qui était intéressant de voir, c'était que le projet urbain, certes, on parle de brèche urbaine, tout de suite, il y a ce côté un peu comme si le projet urbain avait délogé les industries. Il faut voir qu'en fait, quand on va... il suffit de regarder un peu une photo aérienne. Moi, je fais souvent peut-être cet exercice pour convaincre les gens. Je leur dis, regarde, prends un calque et dessine un peu les carrés de la taille des entrepôts aujourd'hui qui sont au sud, sur la zone portuaire sud. Essaye de placer ton calque maintenant sur Citadel et Starlet. Tu vas voir qu'on n'est plus du tout dans les mêmes échelles. Et que ça, c'est aussi cette transformation de l'industrie qui a précédé le projet. Et pour ce qui était des petites industries, typiquement Saty, on a réussi à les intégrer au projet urbain. Après, par rapport à la thématique de cette table ronde, on voulait aussi sortir de cette vision un peu romantique parfois des urbanistes de la ville productive, parce que c'est le nom de la table ronde. C'est le cas aussi, par exemple, c'est le travail sur les PAORSA en Seine-Amont. Il y a un peu cette vision du petit atelier, on va fabriquer mon iPhone demain, etc. Alors que l'enjeu de l'industrie, aujourd'hui, il se situe peut-être aussi dans des grands entrepôts qui sont peut-être situés ailleurs dans la ville, qui sont dans différentes villes moyennes ou villes qui ont subi la désindustrialisation et ils ne se situent pas sur le quartier Citadel. Notre enjeu, nous, peut-être en tant que ville, ça va être plutôt en fait lié à comment on approvisionne la ville, comment en fait différents services. On parlait aussi des centrales à béton. Forcément, ça doit être proche des lieux aussi de construction. Donc, comment il y a différentes fonctions en fait qui doivent quand même rester proches de la ville et qu'il faut arriver à mieux insérer et notamment mieux concilier avec un enjeu d'économie foncière. Parce que aussi, ce qu'on a difficulté aussi dans ce travail-là, c'est à réconcilier deux économies aujourd'hui où on n'a pas les leviers réglementaires pour les faire être compatibles, qui est une économie foncière du local d'activité, justement de la petite activité logistique qui peut s'insérer dans l'urbain, et l'économie foncière immobilière du logement.
Donc ça, à part un fort volontarisme politique et réglementaire, voilà, c'est pas forcément les riverains et les contraintes qui bloquent aujourd'hui le fait d'insérer parfois en rez-de-chaussée, en socle, ou alors de permettre de l'activité, comme c'était le cas avant à la COP, de se développer sur plusieurs étages et pas juste de plein pied dans un hangar qui coûte le moins cher possible. Donc ça, c'est un peu pour un peu réagir aussi aux précédentes réactions et pour dire que, voilà, pour moi, ce port, il était déjà habité, il était déjà traversé, paysagé. Il y avait déjà des événements, notamment culturels, des balades qui existaient sur Strasbourg. On a fait, en final, qu'amplifier ça et aussi s'installer en fait sur des terrains qui, de toute manière, étaient libérés par le port. On l'a vu, par exemple, dans le lit du Petit Rhin, on avait à chacun son box, un ambulancier, un carrossier garagiste. Est-ce que vraiment c'est des activités que doit accueillir aujourd'hui un port connecté à tout un maillage de réseau ferré et fluvial? Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut interroger, c'est se dire qu'il y avait aussi beaucoup d'activités qui étaient plus une sorte de... parce que les industries avaient changé d'échelle, au final, le port s'était retrouvé à accueillir des activités assez banales, de zones d'activité où là, il faut de la volonté pour dire non, en fait, ces activités, désormais, demain, la transition écologique nous oblige. Elle nous oblige de la même façon à réduire les camions. Et ce n'est pas le fait qu'il y ait plus d'habitants qui doit nous obliger à réduire les camions, c'est juste des enjeux environnementaux. Elle doit nous obliger à utiliser davantage le fer et le fleuve. Et elle doit aussi nous obliger à ce que des activités comme à chacun son box, un carrossier ou du stockage de matériaux ou de la logistique de proximité ne s'implantent plus et ne se conçoivent plus dans un gaspillage foncier et immobilier. Donc ça, pour moi, voilà, on avait de toute manière des choses qui nous obligeaient plus fortement et qui doivent faire partie de la transition du port, au-delà même du projet qui s'y est installé. Après, voilà, c'est sûr que le projet urbain vient amplifier la dynamique plus aussi de découverte du port, de mixité fonctionnelle. Et je pense que ça, c'est important parce que je trouve aucune ville, et notamment dans des territoires paysagers déjà habités, si proches du centre-ville, ne doit être des zones un peu des zones noires où après 18 heures, en fait, on n'a plus plaisir, voire sentiment de sécurité à se promener. Donc, Merci beaucoup. On va en fait poursuivre le dialogue et un peu avec les mêmes personnes, mais peut-être en essayant d'aborder des fonctionnalités qui ont été un petit peu moins traitées jusqu'à présent. Donc, bon, on a bien positionné les fonctions portuaires traditionnelles qui sont quand même principalement autour de la logistique. Elles ne sont pas forcément industrielles. Elles sont d'abord logistiques et multimodales, etc. Bien sûr, l'industrie a sa place. Cela dit, il y a aussi des industries qui se sont installées là parce qu'il y avait de la place et qui n'ont pas forcément un rapport avec la zone portuaire. Donc, on voit bien qu'il y a quelque part une espèce de priorisation qui doit être faite. Enfin, ça a déjà été évoqué par Anne-Marie tout à l'heure. Maintenant, quid des autres activités dont on a un petit peu moins parlé jusqu'à présent? C'est-à-dire, outre la logistique, particulièrement la logistique portuaire, outre l'industrie, outre le logement, il y a des activités culturelles qui ont été effectivement un petit peu évoquées. Certains parlent aussi d'économie créative, d'économie sociale et solidaire. Ça a été déjà aussi un petit peu vu. Mais il y a un point qui est en train d'émerger de manière très forte aussi, c'est le tourisme. Parce que le tourisme représente des taux de croissance assez considérables. Et d'ailleurs des deux côtés du Rhin. Donc pour reparler aussi un petit peu du port de quai, d'abord le port de quai n'abrite pas de terminal touristique, c'est géré par d'autres acteurs, mais c'est une problématique qui intéresse Kehl. Et tout le monde est conscient du fait qu'une grande partie de ces touristes qui arrivent avec des gros bateaux de croisière côté allemand, en fait, ils viennent quand même en grande partie, s'ils s'arrêtent un temps significatif, ils vont venir sur Strasbourg et sur même l'ensemble de la région. Voilà, donc il y a tout un problème
du tourisme, on pourrait peut-être aussi aborder un petit peu cette question, si vous le voulez bien, à différentes échelles. C'est-à-dire, il y a le tourisme qui est le grand tourisme rhénan, de Bâle jusqu'à la Loreley. Mais il y a aussi des aspects de logistique touristique, l'utilisation des canaux, l'interface entre le port et le réseau des plus petites voies, enfin des canaux. Voilà, donc une question que je voudrais peut-être sur laquelle je voudrais faire intervenir Anne-Marie Jean, c'est donc alors comment faire pour que le port devienne plus stratège et en particulier sur ces autres fonctionnalités comme donc les fonctionnalités qui tournent autour du tourisme. Mais on peut aussi parler peut-être encore d'autres aspects. Donc voilà, comment est-ce que ça rentre dans les choix et surtout comment c'est en train d'évoluer, hein, puisque bon, j'ai cité le tourisme en disant bon, c'était peut-être marginal il y a 20 ans et ça commence à devenir très important maintenant. Avec juste cette question qui est que est-ce que le tourisme n'est pas finalement aussi cette interface possible d'acculturation entre ville et port économique, puisque finalement c'est sans doute un des sujets qui intéresse exactement à part égale les deux camps, les deux côtés. J'espère bien qu'il ne s'agit pas de deux camps. Oui, non, pas de souci. Oui, en fait, tout dépend de l'acception qu'on met au mot tourisme, parce qu'effectivement, on pense plutôt spontanément, s'agissant du port, au tourisme fluvial, au grand tourisme fluvial de croisière longue distance. Et on a au port un magnifique acteur qui est Croisier Europe, hein, qui est un très très grand européen du domaine, qui a très très fortement souffert de la crise sanitaire, mais qui est toujours là et dont l'activité est importante. Et puis le tourisme, le petit tourisme fluvial, si je puis me permettre ce terme, celui de proximité, qui est incarné par Batorama, filiale du port, qui lui aussi a beaucoup souffert de la crise sanitaire et qui est en train doucement de remonter. Le tourisme, on l'a vu malheureusement avec ces crises, a l'inconvénient d'être un secteur très très fluctuant. Donc il faut qu'on fasse attention. On a la chance à Strasbourg d'avoir une activité économique qui n'est pas dominée par un seul secteur et ça nous permet de mieux amortir les chocs, je pense, en temps de crise. Donc il y a cette partie du tourisme sur le fleuve, mais il y a aussi l'activité touristique au sens de l'hôtellerie, restauration, le tourisme de loisirs et qui va concerner beaucoup plus largement la population. C'est bien dans cet esprit-là que, je laisserai peut-être Alice compléter, mais qu'on souhaite en termes d'infrastructures de type restaurant, bar, etc., travailler sur le nouveau secteur de la SPL de Rives. C'est que ça puisse être du coup un facteur d'appropriation, vous l'avez très bien dit, par la population strasbourgeoise et métropolitaine de façon générale, que ce soit un lieu de balade, de sortie et qu'on aille prendre un verre, prendre un repas dans un endroit agréable quelque part sur le port et que ça ne soit pas uniquement au service ni des habitants du quartier ni au grand tourisme. Alors il y a des projets dans le cadre du secteur COP, hein, il y a d'ores et déjà de l'activité culturelle qui est implantée. Il y a le Kaléidoscope, hein, qui est le site dédié à l'économie sociale et solidaire sur le site de la COP, qui était dans un autre domaine également un acteur de l'ESS. Et il y est prévu des fonctions de bar, restauration. Il y a un projet qui est un petit peu en suspens actuellement en raison de la crise sanitaire d'un très grand espace de restauration. Il est en train d'être repensé, retravaillé en liaison avec la Chambre de commerce et d'industrie et des acteurs de la restauration parce il faut qu'on fasse attention aujourd'hui à ne pas déséquilibrer ce secteur qui a un peu de mal suite à la crise sanitaire en créant un très très grand espace qui va trouver son sens et dont beaucoup d'acteurs du tourisme disent qu'ils ont besoin quand il y a par exemple des très gros événements à Strasbourg, qu'il faut faire manger 2000, 3000 personnes. C'est compliqué à Strasbourg aujourd'hui, c'est possible au PMC, le PMC le fait très bien, ça sera possible au futur parc exposition qui va être inauguré tout début septembre. Mais si on veut sortir de ces lieux dédiés au congrès et aller
quelque part en ville, c'est compliqué aujourd'hui. Donc c'est séduisant de se dire qu'il pourrait y avoir sur l'espace du port un site capable d'accueillir 2-3 000 convives. Mais si ce site, on veut qu'il puisse vivre au-delà de quelques congrès par an qui vont effectivement utiliser sa pleine capacité, il va falloir qu'il tourne et du coup, il va pomper pas mal d'activités parce qu'on le voit bien, les gens vont moins au restaurant qu'avant. Il y a plein de raisons à ça, mais voilà, les gens vont moins au restaurant. Donc si ça pompe la ressource au détriment des autres acteurs du territoire strasbourgeois, c'est pas ça le but du jeu. Donc il faut qu'on soit prudent dans cette optique-là. Voilà. Quant aux activités de type festival et autres, donc on a cité l'Ososphère. Enfin, je crois qu'il y a une table ronde cet après-midi qui pourra y revenir. Elles font pleinement partie du projet. C'est pas le cœur, c'est pas le fer de lance. Voilà, ça sera l'un des éléments parmi d'autres. Très bien. Alice Rémond, est-ce que vous voulez rajouter juste quelques mots rapidement, ou est-ce que vous pensez qu'on a abordé tout? En particulier, oui, sur les stratégies touristiques et également tout ce qui peut tourner au tourisme, qui est en synergie aussi avec le tourisme. On parlait de cette restauration, ça peut servir à l'agglomération pour ces grands événements, mais pourquoi pas, ça peut servir aussi à des touristes internationaux qui ont envie de passer une journée dans le port de Kehl, qui peuvent venir du reste du monde. Mais... Oui, il y a toujours eu cette dimension dans le projet. Et si j'ai eu peut-être une impression de répondre à côté à votre question précédente, mais c'était plus pour affirmer le fait qu'on on veut pas transformer la zone portuaire en zone d'événements culturels métropolitains. Enfin, toute notre ambition est justement en quelque sorte de créer vraiment cette ville mixte, en quelque sorte presque banale, où en effet il y a du tourisme, de l'activité économique, du loisir, de la restauration, mais aussi de l'activité. Donc on n'a pas de grands projets autour du développement touristique métropolitain. Après, tout le projet s'appuie sur le fait de renforcer les continuités marchables, cyclables, les grandes continuités paysagères, et donc assez naturellement d'inscrire ce territoire dans les parcours aussi de visite de Strasbourg. On fait beaucoup de travail aussi, le port le fait aussi autour de la valorisation du patrimoine portuaire, notamment architectural. Et ça, c'est des choses en préservant quasi la totalité des bâtiments de la COP, c'est des choses en inspirant l'architecture des bâtiments nouveaux qui est inspirée des bâtiments industriels. C'est quelque chose qu'on met en valeur. Et l'idée, c'est vraiment de faire d'abord découvrir le port aux Strasbourgeois et habitants de cette métropole, mais demain aussi à des touristes. Après, pour le tourisme plus spécifique lié au contexte portuaire, notamment fluvial, nous, on était très heureux de constater qu'il y avait eu des retours positifs au fait d'implanter les bateaux de croisière ici face au terminal conteneur, parce que c'est vrai que c'est quelque chose aussi auquel on était attaché sur la COP, à défendre aussi le potentiel et l'attractivité que peuvent avoir ce territoire pour ce type d'activité plus touristique. Et après, il y avait aussi le projet de tourisme plus fluvial, mais ça dépend plus aussi des faisabilités techniques, opérationnelles de ce type d'implantation. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous me permettez de reprendre la parole un instant avant votre prochaine question? Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question du port stratège et je n'ai pas répondu sous cet angle-là. Donc, oui, je crois vraiment que le port se veut stratège aussi dans son approche du territoire. Et cette stratégie, nous sommes en train de la retravailler au niveau du port. Là, cette fois, c'est avec ma casquette de présidente du port que je m'exprime. Et notre gouvernance partagée nous permet d'y intégrer les différents angles, peut-être pas tous, on n'a jamais l'intégralité, mais les différents angles. C'est-à-dire qu'on a dans notre conseil d'administration une représentation de la ville de Strasbourg, on a une représentation de l'État, il y a une représentation de la région, du département, de Voies navigables de France, de la SNCF, le groupement des usagers du port est présent, des représentants du personnel également, ainsi que du port de Kehl. Donc, par rapport à toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui autour de l'intégration du port dans son espace de proximité, de son rôle dans les grands flux au plan national et international, l'utilisation de la voie navigable, etc., etc. En fait, toutes ces dimensions sont portées au sein du conseil d'administration. Et donc, je pense qu'on a du coup la bonne conformation pour que le port, en effet,
soit stratège, porte sa propre stratégie en intégrant et en étant en pleine interaction avec les autres entités. Et nous avons un contrat de développement également entre le port et l'Eurométropole qui va justement être remis à plat cette année aussi et qui sera l'occasion de repréciser les attendus respectifs et la stratégie commune des deux entités. Merci. Du coup, on va finir cette première table ronde en regardant finalement les urbanités strictement portuaires, c'est-à-dire que par son développement, par sa créativité propre, le port fabrique aussi à sa manière de la ville, sa ville. Et donc, c'est une salve de questions ou une problématique que j'adresse cette fois-ci de nouveau à Régina Loire et Pierre Laplane. C'est qu'effectivement, via leurs moteurs propres, qui sont leur quête d'avantages compétitifs, se démarquer des autres ports, des autres zones industrielles, mais aussi pour mieux adapter son environnement de travail aux nouveaux rythmes, aux nouveaux profils professionnels de ses travailleurs. Le port et ses acteurs, notamment autour du GUP, développent aujourd'hui de nouvelles urbanités portuaires, des infrastructures et des services de ville, plans de déplacement inter-entreprises, on a commencé à en parler, mais aussi restauration collective qui peuvent aussi être ouvertes, comme le reste du port est ouvert, aménités vertes et sportives. Et je voulais vous adresser un peu à tous les deux aussi cette autre forme d'urbanité dans le port et d'ouverture en vous l'adressant peut-être successivement aux deux. Et il y a quelque chose d'assez marquant aujourd'hui dans le port, c'est une entreprise phare comme Soprema qui arrive en faisant une architecture d'excellence autour de son siège vitrine, comme ici d'ailleurs, et qui vient polariser la ville-port avec des nouveaux services mutualisés, avec finalement aussi des injonctions qualitatives vis-à-vis de ses voisins, comme une tour peut le fabriquer vis-à-vis d'une centrale à béton. Là, c'est Soprema qui va peut-être changer son environnement aussi par une montée en gamme de son environnement, par des synergies plus fortes. Et ça se fait finalement en dehors des radars de la planification urbaine, cette nouvelle polarité dans un lieu du port où on l'a peut-être pas vu venir de cette manière-là, je sais pas. Donc, est-ce que c'est pas aussi comme ça que le port fait bouger la métropole et la ville? Donc, Régina Loire, et puis... Alors, vous le dites parfaitement, hein, on a sur le port des industries ou des entreprises très vertueuses qui sont implantées. Vous avez cité l'exemple de Soprema qui vraiment illustre cette démarche. En même temps, au niveau du groupement des usagers du port, ça fait un certain temps, hein, Anne-Marie en a parlé, qu'on développe des démarches éco-responsables. On a une démarche qui s'appelle CLÉ, qui est une démarche d'écologie industrielle et territoriale et qui montre bien la transformation, y compris des installations, mais aussi de la mentalité des entreprises qui aujourd'hui se sont ouvertes sur leur environnement, qui essayent d'attirer aussi le plus possible leurs salariés avec des nouveaux services, une implantation attractive, des services de conciergerie, des crèches, etc. Et je pense que c'est au niveau de la zone portuaire, on a beaucoup d'exemples de ce type-là. On a beaucoup d'entreprises qui ont développé avec le GUP cette démarche. Aujourd'hui, dans notre démarche clé, on a 25 entreprises, 26 même, qui participent à cette démarche et qui dialoguent ensemble et qui mettent en place des synergies et qui mettent en place des moyens au niveau de la transition énergétique aussi. On va essayer d'installer des bornes électriques pour nos salariés. Enfin, il y a plein d'activités, enfin d'améliorations qui sont en train de
se mettre en place et qui sont là aussi pour rendre ce territoire plus attractif pour les salariés. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi, alors ça reste une problématique, et notamment on a des entreprises qui ont des postes à pourvoir, qui n'arrivent pas à les pourvoir. On n'arrive pas à avoir en face de ces postes-là les compétences nécessaires parce qu'il y a un problème de formation, il y a un problème d'attractivité aussi de ces entreprises, il faut le dire. Et donc, tout ça, c'est en train de bouger au travers de démarches, comme Anne-Marie l'a dit, de plans de déplacement inter-entreprises, des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Et toutes ces entreprises qui sont sur la zone portuaire, aujourd'hui, elles ont envie de créer du sens pour leurs employés, de leur donner envie de travailler chez eux. Soprema, c'est vraiment l'illustration de ce modèle, mais je dirais pas que. J'en connais plein d'autres qui sont installés sur la zone portuaire, qui aujourd'hui font appel à des énergies propres, qui mettent en place toute une panoplie de moyens pour les rendre plus attractives. Voilà, donc c'est vrai que Pierre, je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Je ne peux que abonder ce que vient de dire fort bien Régina Loire. Je pense que l'activité urbaine et l'activité au port, elle est confrontée à l'enjeu de pérennité. Mais cette pérennité, elle sera assurée par une mutation et par aussi une attractivité nouvelle à inventer. C'est un formidable potentiel, le port. C'est aussi, vous l'avez dit, un laboratoire. Les enjeux, Régina Loire en a parlé, il y a effectivement les enjeux du marché de l'emploi, de la capacité de ces activités à accueillir de nouveaux salariés. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans les DNA, il est rendu compte d'un livre de Nicolas Dufour sur l'origine, le président ou le patron de la BPI, sur les raisons de la désindustrialisation. Ça a été aussi le fait qu'il y ait une déconnexion quelque part des pratiques des entreprises avec les aspirations de leurs salariés. Donc ça, c'est une vraie question. Deuxième enjeu, c'est effectivement un enjeu d'urbanité, c'est-à-dire de lien et avec son environnement urbain. Et d'ailleurs, Régina Loire l'a bien dit à propos du port au pétrole. C'est pas que le projet de rive qui pose la question. Même les activités dans le périmètre antérieur du port posaient déjà des questions de cohabitation. Donc il est important que tous les efforts soient faits de part et d'autre pour que on fasse en sorte que ces activités soient non seulement acceptées, mais désirées. Et puis, le troisième point, je tiens aussi à le souligner, alors, il y a les enjeux climatiques et il y a un enjeu foncier. Et de ce point de vue, on peut se dire, le port, c'est formidable parce que c'est une surface très importante. On a parlé de ces 10 km de façade, on a parlé de ces 10 000 emplois, c'est considérable. Sans doute, la mutation va nécessiter des gestes architecturaux ou des reconfigurations de certaines activités qui ne sont pas toujours totalement viables. Et puis aussi, peut-être, faudra-t-il utiliser le foncier de façon un peu différente, c'est-à-dire un peu s'élever, comme ça a été fait d'ailleurs au fin 19e, au début du 20e. Si on voit les activités de DMC à Mulhouse, c'est des activités à étage. Tout simplement parce qu'il y avait la nécessité de travailler près d'une source d'énergie avec un foncier qui était très, très rare. Eh bien, la question de la rareté du foncier va se faire. Donc il faut, 1, le préserver, 2, l'employer au mieux, et 3, le rendre désirable. Alors il y a cette dimension aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, de végétalisation, de place aussi de la nature, qui a un élément aussi, une image aussi à chercher pour ces activités économiques portuaires. Je pense qu'on a fait un gros tour d'horizon en tenant le temps, ce qui nous semblait presque mission impossible au départ. Donc, essayer de faire aussi bien à la table 2. Et puis, du coup, ça nous permet de faire une pause, je pense, qui fera du bien à tout le monde et qui
permettra aussi courtement d'échanger. Par contre, comme au théâtre, on sonnera les 3 coups pour vous ramener dans la salle pour le 2e acte. Merci beaucoup.